justice en France, elle est là pour nous protéger. Elle n'est pas là simplement pour nous donner que des amendes. Excusez-moi, ça doit être exemplaire. J'avais la haine envers tout le monde, policiers, gendarmes, procureurs, tout ce que vous voulez, j'avais la haine. D'une façon ou d'une autre, ils ont tué ma sœur aussi. C'est eux qui l'ont tuée aussi. Ces deux hommes, le père et le fils, se révoltaient, et ils ont raison. Car c'est le laxisme ou l'incompétence, ou plutôt l'indifférence des services de l'État, de sa police et de sa gendarmerie, qui ont permis l'assassinat de l'être qui leur était le plus cher. Elle s'appelait Aurélia Varlet. Elle avait 32 ans. Lors d'une belle journée d'été, Aurélia a été froidement exécutée. Exécutée parce qu'elle voulait tout simplement être libre, tout simplement mener sa vie de femme. Mais c'est un drame qui aurait pu être évité et qui laisse un vide immense dans la vie de ceux qui aimaient Aurélia. Ma sœur petite, elle était très coquette. C'était la vraie fille, en fait. Elle avait tout le temps du rose, du jaune, la vraie fille. Aurélia, c'était une petite fille très adorable, très protectrice pour son frère, gentille. Elle le mettait en chouchou, son frère. Elle l'adorait énormément. Elle le protégeait. Les souvenirs d'enfance que j'ai avec elle, on n'était pas trop tendres des fois. On était un peu le chat et la souris, en fait. Mais à travers nos chamailleries, on avait toujours un lien où on se protégeait l'un et l'autre. Elle adorait quand on se retrouve aux fêtes. À Noël, surtout, à Noël, c'est son anniversaire. C'est Noël. On se retrouvait, on faisait ça. C'était... elle adorait. Ce sont des choses qu'on n'oubliera jamais. La famille Varlet, elle est quasiment exclusivement constituée du père, du frère et de la sœur. Hein. Ils sont tous très proches. C'est vraiment un triangle familial, un cercle familial extrêmement rapproché. C'est très fort, des liens très forts. On a eu un parcours de famille assez particulier. Il y a eu une séparation de mes parents. Après la séparation de mes parents, il y a eu vraiment un lien beaucoup plus fort qu'il y a eu avant. Ça, c'est sûr. Avec Giovanni, avec Aurélia, on s'est fusionnés comme jamais. On se téléphonait tous les jours, on se retrouvait, on faisait c'était la festa. On nous regardait en disant comme c'est beau être une petite famille qui s'aime comme ça. Avec Aurélia, on avait une bonne fusion. En fait, on dit souvent, oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs, mais moi j'avais une sœur et une amie. On avait tout le temps le coup de téléphone du soir, le message du matin. On avait une passion pour la musique commune. Voilà. La musique électronique. Voilà. Puis Aurélia, elle aimait bien mixer aussi. C'était une fille qui mixait. C'est une jeune fille sérieuse, elle est responsable d'un magasin de prêt-à-porter en Suisse, elle gagne très bien sa vie, hein. En Suisse les salaires sont élevés. Elle est très impliquée dans son travail, elle adore ça. On va dire qu'elle aime autant s'amuser et faire la fête que travailler. Elle s'est investie. Au départ, elle était une simple vendeuse. Je la motivais, je lui disais, vas-y Aurélia, affronte la vie. Quand on veut, on y arrive. S'il faut le vouloir. C'était une bosseuse, oui. Pour son petit gabarit, c'était une bosseuse. Elle voulait toujours avoir plus. Je pense qu'elle déteint de moi, je pense. En tant que père, je suis très fier de mes enfants. C'est tellement beau. J'en suis fier. Aurélia et sa famille vivaient à Métabief, une petite station de ski située en Franche-Comté. C'est là qu'en septembre 2012, Aurélia, qui a alors 31 ans, va faire une rencontre qui va totalement changer son destin. Un samedi soir, comme un samedi tant d'autres, Aurélia me téléphone. « Papa, tu veux qu'on se retrouve? On mange ensemble? On fait une petite sortie ?» Je dis « Oui, si tu veux. » On se retrouve à la station de ski sur Métabier, et un petit restaurant en bas. On a mangé, on est sorti faire une petite pause. Et un monsieur s'est approché juste à côté de nous, a commencé
entreprendre une conversation en nous disant que c'était dur de trouver à l'heure actuelle une femme assez compréhensive, assez fidèle, assez ceci, assez cela. Et puis il a essayé de partager notre conversation. Il est venu vers Aurélien en lui demandant s'il était possible d'avoir son numéro de téléphone. Et au départ, elle lui a répondu qu'elle ne voulait pas. Il est parti. Et Aurélia, elle me dit « Mais non, papa, tu vois, c'est un gars, il est un peu âgé, ça me dit rien, c'est pas quelqu'un pour moi. » Et étonnamment, après cette première rencontre, ils se sont revus à plusieurs endroits différents dans la semaine qui a suivi. Et Aurélia, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Mais c'est dingue, je le vois partout. » D'une façon assez étrange, Aurélia Varlet va rencontrer quasiment systématiquement, dans ces semaines qui vont suivre cette première rencontre, sur son chemin, dans les magasins où elle va, dans les endroits où elle va, Monsieur Grosjean. Ce qui va un peu la surprendre d'ailleurs, et certainement aussi susciter son intérêt. C'est vrai que comme elle se retrouvait toujours étalée avec lui, elle me disait, écoute, c'est peut-être un signe. J'ai dit, ah bon, peut-être. Ma sœur, il faut savoir qu'elle était très superstitieuse. Elle croyait beaucoup aux petites choses de la vie qui font qu'on peut croire à des choses de là-haut, des signes, tout simplement. Ces sortes de hasards qui ne sont peut-être pas tant du hasard que ça, puisque j'ai pensé, en lisant le dossier, je ne suis pas le seul, qu'effectivement il l'avait repéré et que pour lui c'était ça qu'il voulait. J'utilise bien le mot ça qu'il voulait, hein. Pas celle qu'il voulait, mais ça qu'il voulait. On a le sentiment qu'il l'a chassé. Un prédateur, il l'a chassé. Soudain, elle s'est mise à le retrouver partout sur sa route. Voilà. Puis il a fini par la séduire. Didier Grosjean, c'est certainement un homme qui a beaucoup de charisme aussi vis-à-vis des femmes. Donc je pense que c'est lui qui provoquait le hasard de ces rencontres et qu'il était bien informé. N'oubliez pas qu'on est dans le Haut-Doubs. Pontarlier, c'est tout petit, 18 000 habitants. C'est assez facile de connaître les habitudes des uns et des autres si on veut rencontrer fortuitement quelqu'un. Du coup, ils se sont liés comme ça. Qui est ce Didier Grosjean? C'est un homme qui a déjà fait sa vie, il est divorcé, il est le père de 2 enfants, il a 52 ans, c'est-à-dire 20 ans de plus qu'Aurélia. Une différence d'âge bien trop importante pour Patrick, le père d'Aurélia. C'est vrai que ça me faisait peur quand même, cette différence d'âge. Elle me dit, tu sais, papa, pourquoi pas? Ça m'apporterait peut-être une protection, ça m'apporterait peut-être autre chose. C'est peut-être une chance. Puis je lui ai dit, oui, peut-être. Aurélia, elle a fait un choix. Et je ne peux pas être contre elle. Au contraire, c'est son bonheur. La différence d'âge, pour moi, c'était... Enfin, ça m'a pas choqué, d'autant plus que Didier était quand même très bien conservé, que c'était quelqu'un qui était sculpté, qui prenait soin de lui. C'est quelqu'un qui sortait aussi, qui avait des activités, donc c'est pas, voilà, c'était pas un papy. Voilà. C'est un personnage connu de Pontarlier, connu parce qu'il a travaillé notamment à Lavrine, qui est la boîte de nuit du Haut-Doubs. Il a beaucoup d'amis, aussi dans la police, gendarmerie, un peu partout. Et c'est une figure de Pontarlier. Dans un tout premier temps, ce type apparaît personnage assez lisse, un peu anecdotique par sa musculature. Hein. Voilà, c'est un type musclé, un type un peu viril, un espèce de costaud un peu taiseux. Bon, c'est un adepte du culturisme, mais à un point extrême. Hein. On est chez ces bodybuilders de l'extrême, quoi. C'est un type qui focalise complètement sur son physique, qui vraiment soigne son apparence, mais l'apparence d'un homme viril, musclé, fort. C'est des mecs très angoissés. Bon, il a quand même une 50aine d'années, certainement très angoissé par le fait de vieillir, de ne plus séduire. Quelqu'un de très narcissique. Ce qui implique aussi des failles narcissiques très importantes à mon sens. Au premier abord, j'ai cru en lui. À force des jours, à force des mois, j'ai découvert qu'il y avait des doutes. Ces doutes, en tant que père, on le ressent. Il se mettait en valeur. Toujours lui en avant. Hautain, m'as-tu vu
Il avait de l'expérience, donc forcément quand on est plus jeune, ben, on ne sait rien. Alors ça, c'est quelque chose que je supporte pas et que je sais que ma sœur ne supporte pas. Donc là, j'ai vraiment pas compris. Il parlait beaucoup. Ça m'intriguait quand même. Quelqu'un qui parle beaucoup, assez prétentieux. Je me dis, est-ce vrai? Il montre son caractère, cette force, avec sa musculation. C'est l'apparence. Mais au fond de moi, je me dis que l'apparence, elle est souvent trompeuse. Ils vont vivre ensemble très rapidement, certainement trop, hein, sans réellement se connaître. Au bout d'un mois, elle me dit, papa, je vais partir vivre avec lui. Je lui dis, c'est un peu trop tôt. Attends un peu. Ça m'a un peu surpris au départ parce que j'ai dit, voilà, c'est un peu précipité, tu sais pas trop où tu vas et tout. Je lui répète, c'est trop tôt. Elle me dit, mais non, papa, je fais confiance à la vie. Je dis, ben vas-y, Aurélia, vas-y. Elle est partie vivre avec lui. Didier avait une grande maison, donc au centre de la rivière d'Aujon. C'est un petit village à côté de Pontarlier, de la ville de Pontarlier, donc à quelques kilomètres de la frontière suisse. Hein. C'est un village qui est assez typique, avec des très vieilles maisons franc-comtoises très anciennes, avec des granges partout. Il y a un étang au centre du village, les maisons se sont construites autour. Il y a toute une culture d'eau autour de ce village-là. C'est très très tranquille, paisible, paisible. Où tout le monde se connaît, un peu décalé de la vie des villes, même très décalé, c'est très rural. Il fait bon vivre aussi, mais par contre, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'activités, si vous voulez. Les gens vivent surtout chez eux ou se fréquentent entre voisins, et puis voilà, c'est assez isolé hein, en réalité. Dans le village, Aurélia Varlet et Didier Grosjean semblent très amoureux, très épanouis. Cependant, peu à peu, les proches d'Aurélia s'inquiètent du changement de comportement de la jeune femme. Au bout de 4-5 mois, à peu près, Aurélia elle a arrêté de travailler subitement. Elle s'est mise en arrêt de travail pour des soucis du dos. Elle a déjà eu mal au dos, elle se plaignait d'avoir mal en bas du dos. On a tous des fois des douleurs de dos. Mais quand j'allais lui rendre visite, elle pouvait marcher, elle pouvait porter, elle pouvait... voilà. Ça m'a mis un peu dans le doute, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, mais tu vas faire quoi? Toi? Elle me dit, papa, je reste avec lui. Je reste à la maison. Je lui dis, comment? Tu t'es tellement investi dans ton travail, au point où est-ce que tu en es, cette fierté. Et puis, abandonner comme ça, elle me dit oui, c'est mon choix. Ça lui correspond absolument pas, parce qu'elle adorait son travail. Manifestement, elle arrête de travailler pour lui, parce que lui souhaite qu'elle soit à la maison, avec lui. Ça m'a fait très peur. Je me suis dit, mais elle va s'engager dans quoi? On est plus en 1900. Maintenant, il y a cette liberté aux femmes aussi, d'être indépendantes, d'avoir un travail, d'être aussi digne qu'un homme. Je lui dis, elle accompagne dans cette maison, je lui dis, c'est pas son truc à elle. Elle a besoin de vivre, elle a besoin de respirer aux autres aussi. C'est un besoin. Elle ne sort quasiment plus, elle ne voit plus grand monde. Et puis très vite, son père et son frère s'aperçoivent que bon, sa gaieté naturelle a plus ou moins disparu. Alors avec Aurélia, on partait des week-ends faire des nuits à danser sans s'arrêter, enfin voilà. C'est vrai qu'avec le temps, enfin, quand elle s'est mise avec Didier, je lui ai proposé plusieurs fois, viens on part à Paris, on va se faire une soirée du feu de Dieu. Elle m'a dit oui, mais je me sens pas d'aller à Paris. C'est pas possible, ça. Ce n'est absolument pas possible venant d'elle. Elle s'écartait à la vie, elle s'écartait aux gens. Elle a changé carrément. Pourquoi? Je me demande, mais en arriver à ce point, à tout abandonner, son travail, ses amis, être solitaire. Ce n'était pas ma sœur que j'avais en face de moi, c'était quelqu'un d'autre. Elle s'éloignait de nous. Quand on proposait quelque chose, il fallait toujours qu'il soit là. J'ai même quelque chose qui me dit qu'il était jaloux de la relation que j'entretenais avec ma sœur. Ça, c'est sûr.
On vous laisse l'accaparer. C'est à moi, c'est plus aux autres. Et il y a 2-3 fois, quand elle me téléphone, Didier il était là à côté, puis qui disait « Mais qu'est-ce que tu as à dire à ton père? Qu'est-ce que tu as besoin de téléphoner à ton père? Je suis là maintenant. » J'ai senti que j'étais en trop. À chaque fois, il essayait toujours de me mettre à l'écart. Aurélia, elle, apparemment très amoureuse, semblait très bien vivre cette situation, du moins au début. Car au bout de 9 mois de relation avec Didier Grosjean, la jeune femme paraissait bien moins épanouie dans son couple. Elle est triste, en fait. Je la trouve triste. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que ça se passe bien avec Didier? T'es contente? Et elle me dit, j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on essaie de se voir, j'ai des choses à te raconter. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, tout va bien? Elle me dit, ouais. Elle me dit, bah écoute, je vais arrêter avec Didier. Elle me dit « Papa, c'est bon, j'ai pris ma décision, je pars. Est-ce que tu peux venir avec un camion, on va déménager ?» Je lui dis « Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. » Et puis je lui ai dit tu restes chez moi, regarde, il y a une petite place pour toi. » Elle le quitte parce qu'elle étouffe, elle étouffe. Elle veut retravailler, elle veut revoir du monde, elle veut revoir son père, son frère librement. Elle veut être libre de ses allées et venues sans avoir de compte à rendre. Elle veut reprendre sa vie. Donc le déménagement, donc effectivement, c'est fait, ça s'est plutôt très bien passé. Aurélia, elle repart vivre avec mon papa. Elle fait les démarches nécessaires, elle trouve un appartement. Ça a été fou parce que au moment de la séparation, hop, projet. Et des bons. Travailler dans une grande bijouterie en Suisse en tant que responsable. La Aurélia d'avant, soudainement. Je la vois beaucoup plus zen, beaucoup plus gaie. Et puis je lui propose, on part une semaine en vacances. Ça nous permettra de décompresser, ça nous permettra d'évacuer. On est parti, c'était super bien. Il y a une ombre au tableau. Pendant ses vacances, ce sont les messages qu'elle reçoit quotidiennement de son ex-compagnon, qui n'a pas compris la rupture et qui la harcèle de SMS. J'ai lu tous les SMS et constamment « je t'aime, il n'y a que toi, je t'aime, reviens, ne me laisse pas, je t'aime, etc. Ma princesse, etc. » Bon, c'est tous les jours, des centaines et des centaines de SMS. Elle avait en permanence son portable avec elle. Elle me disait « Regarde, il m'écrit toujours, il me dit « je t'aime » et envoie une photo de « regarde papa, tu m'écrives encore et encore ». Je lui ai dit, écris-lui, que c'est fini. Elle me disait, oui, pourtant oui, je lui ai écrit. Je l'ai mis en garde quand même, je l'ai prévenu. Elle ne répondra qu'à un seul SMS et son père lui dira, arrête. Arrête parce que c'est étonnant, c'est pathologique. Très clairement, il n'a pas compris que la rupture était irrémédiable. À son retour de vacances, Aurélia Varlet vivait chez son père Patrick en attendant de déménager dans son nouvel appartement. Aurélia était de nouveau pleine de projets, mais tout va brusquement s'effondrer le 14 août 2013. Vers 4 heures, on se téléphone, tout va très bien. Elle me dit, je pars en ville. Vers 18 heures, j'essaie de la rappeler, plus moyen. Elle ne répondait plus. Je me dis peut-être qu'elle est avec une amie et puis qu'elle n'a pas de réseau. C'est peut-être possible. Vers 19h, j'essaye encore. Pas moyen. Je me dis, il y arrivait quelque chose peut-être. Il y a des millions de films qui passent en moi. J'ai mal dormi toute la nuit. Je me posais plein de questions. Aurélia, qui était très proche de son père, ne le laissait jamais assis sans nouvelles. Pourquoi ce silence? Patrick Varlet a l'intuition d'un drame, et il a raison. Le lendemain, le 15 août, l'un des fils de Didier Grosjean est lui aussi inquiet cette fois du silence de son père. C'était l'anniversaire de celui-ci et son fils s'étonnait de ne pas réussir à le joindre. Il décide alors de se rendre dans sa maison à la Rivière-Drugeon. La maison est fermée, il frappe, il essaie de téléphoner,
qui répondait pas aux appels. Il a essayé à plusieurs reprises de frapper, de retéléphoner, etc. Et donc, bon, je pense qu'il y avait une inquiétude. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a contourné la maison, petite maison qui est au bord de l'étang, qui est au centre du village de la rivière Drujon. Là, il a trouvé une échelle qui était en bas de la terrasse de la maison et il est monté sur le balcon. Il monte sur la terrasse et sur la terrasse, au niveau de la baie vitrée, sur le seuil de la baie vitrée, là le fils va découvrir le corps d'Aurélia Varlet qui regarde face au ciel, morte, et le corps de Monsieur Grosjean qui lui est face au sol, la tête complètement explosée et le fusil de chasse qui se trouve au milieu. Il n'y a plus de visage. Toute la face a disparu. Aurélia Varlet est touchée une fois dans le dos et une fois au niveau du cou. Une balle d'achèvement, une balle de chasseur qui tue un gibier. Et lui est allongé à côté, visiblement il s'est suicidé. Évidemment, le fils est très choqué. Donc effectivement, il lance l'alerte, les gendarmes arrivent sur place, ils gèlent la scène de crime immédiatement. Arrive la police ensuite scientifique qui, elle, va commencer effectivement à rechercher tous les indices, à reconstituer ce qui s'est passé. On essaye, c'est la seule question, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de penser qu'il y a eu lutte dans la maison. On a la certitude qu'il y a eu un affrontement physique entre Aurélia Varlet et Didier Grosjean. On l'a parce qu'effectivement, elle a perdu des cheveux. On l'a aussi parce qu'elle a une chaîne au cou qui est brisée. Elle a un doigt retourné même, cassé, retourné. Oui, ça a probablement été très violent. On est le 15 août, on est dans cette espèce de ventre mou de l'été où il se passe rien généralement. Voilà. L'annonce de la découverte de 2 corps a un peu déchiré ce moment paisible où il y a des fêtes de village, où il y a des choses comme ça, etc. D'un seul coup, on a ce crime qui arrive. On part quand même très rapidement sur le crime passionnel. On voit tout de suite que c'est un crime passionnel et que suite à ce crime passionnel, il y a eu un suicide. C'est très très rapide. Il y a très peu de questions à se poser. Je reçois un coup de téléphone. Gendarmerie. Ça m'a mis tout blanc. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas vous dire. Faites vite. J'arrive à la gendarmerie, c'est là qu'ils me disent, écoutez, on a une mauvaise nouvelle à vous dire. Et c'est là qu'ils me disent, votre fille, elle a été assassinée. À ce moment-là, il y a tout qui s'est éteint autour de moi. Anéanti. C'est quand j'arrive chez mon père que je sais qu'Aurélia a été assassinée. Il m'a dit, il est fou. C'est un fou, il m'a dit. Je criais sans bruit, c'est pas possible. On peut pas expliquer ce qu'on ressent quand on nous dit, quand on nous annonce que votre sœur est décédée. Je vois Giovanni qui arrive vers moi et il me dit, papa, tu crois que c'est possible? Bah oui, c'est possible, regarde. Oui. Et Giovanni qui me dit, pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi? Papa, pourquoi? 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 Comment expliquer? Giovanni, je peux pas t'expliquer. J'ai eu un moment de vide. Je me souviens même, j'ai eu un trou noir en fait, tout mais complet, plus rien. Fallait que je la voie pour comprendre, pour en être sûr. Comment peut-on faire ça à une femme? Que ce soit un être humain. J'ai vu des trous énormes sur son corps. C'est atroce. Je ne sais pas comment on peut être aussi démoniaque pour faire ça à une fille comme ma sœur était, quoi. Ça, j'arrive pas à comprendre. Même à une bête, on le fait pas.
sur le dos, au niveau du cou. C'est bleu. Son dent qui était cassée, ses cheveux qui avaient pu à la tête. Mais c'est atroce, on ne peut pas faire ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les gendarmes poursuivent alors leurs recherches dans la maison de Didier Grosjean et très vite, un élément va les intriguer. Il y a une espèce de mise en scène dans la maison qui a choqué les gens qui ont pu la découvrir. Monsieur Grosjean a scénarisé cet assassinat et ce suicide. Il avait déjà tout préparé. En fait, il met sur une table dans le salon les photos les plus marquantes du couple. Dans la chambre, ils vont retrouver une robe d'Aurélia étalée sur le lit à l'endroit où elle dormait. Sur le lit, mais effectivement, j'imagine la robe d'Aurélia Varley qui lui plaisait le plus. Le portrait d'eux ensemble sur le lit à côté de la robe, des fleurs. Il y a toute une sorte de mise en scène un peu, on va dire, macabre, hein, quand on sait qu'il y a une scène de crime tout de suite à côté. Ça fait penser à un cérémonial morbide. On est dans la tombe du couple. Là, on se rend compte qu'on est en face d'un cerveau malade. Le garçon, Didier Grosjean, dysfonctionne, ça c'est absolument évident. Pour moi, c'est un assassinat. Tout était prêt, au cas où elle ne veuille pas revenir, elle ne sortirait pas de la maison. Ça a été calculé depuis bien avant qu'elle arrive. Parce que les photos, elles étaient placées bien avant qu'elle arrive, hein. Il a pris le temps. On s'est beaucoup interrogé là-dessus. Pourquoi elle est revenue? Elle avait réussi à le quitter, ce qui était déjà pas facile. Pourquoi elle est revenue? Est-ce qu'elle a voulu aller le dissuader, lui dire carrément en face, c'est fini? Pourquoi? Est-ce qu'il avait réussi à l'amadouer avec des SMS, c'est bon, t'inquiète pas, juste te revoir, ou des explications Connaissant Aurélia, voilà, elle a le cœur sur la main, elle est prête à dialoguer en toutes circonstances, et je pense qu'elle a senti le besoin d'y aller. Pour lui, et parce qu'en plus c'est le jour de son 54e anniversaire, donc je pense qu'elle se dit que voilà, qu'il est nécessaire qu'elle aille le voir. En fait, le scénario tel qu'il a dû se passer est, à mon sens, le suivant. Elle arrive parce que Didier Grosjean veut absolument lui parler. C'est son anniversaire. Et Didier Grosjean est un homme très attentif à ce qu'elle peut faire. Et il voit qu'elle arrive, qu'elle n'a pas de cadeau pour lui fêter son anniversaire. Donc si elle n'a pas de cadeau, c'est que c'est déjà fini. Et je pense que dès qu'elle a passé le seuil de la porte, c'est terminé, quoi. À partir de ce moment-là, il a déjà prévu, soit elle revient et ça se passe bien, soit elle revient pour lui dire c'est fini et elle va mourir. C'est la possession, c'est ravaler la femme à un objet de désir, et c'est tout. Et même un objet tout court, possessivité absolument infernale. Absolument infernale. Voilà, la femme, c'est sa chose. Et c'est cet homme tout-puissant, et c'est vraiment insupportable. Mais Aurélia, elle a dû lui dire, ben voilà, c'est fini, tu fais ta vie, moi je fais ma vie. Et Aurélia a voulu partir pour regagner sa voiture pour rentrer, et il est arrivé en bas, il l'a rattrapée, d'où les traces de lutte. On peut penser qu'elle a été prise par les cheveux et qu'elle s'est débattue, qu'elle n'a pas pu se dégager de la force de Didier Grosjean. Aurélia a dû se défendre. Elle a essayé de s'en sortir. Mais il a tellement de force que... Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle faisait 50 kilos. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il est vraiment probable qu'Aurélia a réussi à remonter les escaliers, à s'échapper, et qu'elle a voulu partir à ce moment-là vers le balcon. Aurélia, elle a voulu se sauver par la terrasse. Et quand elle est arrivée devant la porte-fenêtre, lui est arrivé de dos, il a pris un fusil, il a tiré la première balle dans le dos, donc Aurélia, elle s'est effondrée. Et après, il est arrivé à bout portant, et il a tiré une seconde balle au niveau de la carotide. Ensuite, lui s'est mis à genoux et s'est tiré une balle sous le menton. Il lui a laissé aucune chance, absolument aucune chance.
Elle a voulu se sauver, qui lui tire tout dans le dos. Se suicider après, c'est être lâche. C'est indigne. Ce qui m'a fait le plus peur et ce qui m'a le plus fait de mal, c'est forcément les circonstances. Et je me dis, mais pourvu qu'elle ne s'est pas vue mourir. Voilà. On m'a dit que non, qu'elle n'avait pas souffert. Mais j'espère, parce qu'on n'était pas là. Hein. Ce qui est fort dommage, c'est que la justice s'arrête avec la mort de l'auteur. Hein. L'action de la justice est éteinte. Quand je rencontre le frère et le père d'Aurélia, le dossier est en phase d'être clôturé. C'est un assassinat suivi d'un suicide. Judiciairement, c'est terminé. Ce qui est terrible, c'est que la famille Varlet est privée du procès de M. Grosjean. Le responsable ne sera jamais jugé. Cette impunité que lui donne son suicide est une souffrance supplémentaire, une vraie souffrance. Non pas qu'on voulait se venger, mais on voulait qu'il soit mis face à l'horreur de ce qu'il avait fait. Quand on me dit l'enquête est clos, il s'est assassiné lui aussi, comment faire maintenant? On se pose 1000 questions. On va se battre contre qui maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'assassinat d'Aurélia Varlet, suivi du suicide de Didier Grosjean, a provoqué une profonde émotion dans la région de Pontarlier. L'affaire fait donc les gros titres du journal L'Est républicain et les journalistes qui s'interrogent sur la personnalité de Didier Grosjean décident de mener leur enquête. Ils vont alors découvrir une face cachée, une face inquiétante de Didier Grosjean. Très rapidement, les langues commencent à se délier. Effectivement, on apprend que c'était un garçon violent, on apprend que c'était un garçon qui était pas normal avec les filles, qui avait un vrai problème avec les femmes. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné en disant on le connaissait, qu'il était fou, qu'il était anormal. Je connaissais des gens qui le connaissaient. On m'a jamais prévenu. On me dit tout après. On se rend compte qu'avant Aurélia, il y a eu une autre fille. Et que cette autre fille est restée avec Didier pendant 8 ans. Et que ça a été un calvaire, mais phénoménal. Une catastrophe. Les journalistes ont retrouvé son ex-compagne, qui était exilée en Suisse, qu'elle a vécu des choses atroces, qu'elle a quitté la France pour être en sécurité. Il la poursuivait partout. Où est-ce qu'elle allait? Il était là. Donc quand on a découvert ça, on s'est dit, il faut qu'on la rencontre. Elle n'était pas très chaude, elle voulait... parce que tout ça a rallumé ses angoisses, ce meurtre d'Aurélia a rallumé ses angoisses. Il a accepté, mais elle n'a plus jamais voulu s'exprimer après, quoi. Voilà, elle a dit, je fais ça pour Aurélia, quoi. Ça aurait pu être elle. Elle est très très mal à ce moment-là. On lui assure l'anonymat, Agathe est un nom d'emprunt. Le récit qu'elle nous fait, moi, m'a laissé mal à l'aise, très mal à l'aise. Avec mon collègue, on est ressorti de cet entretien extrêmement perturbé. Et bien, on apprend que Didier Grosjean a fait l'objet de 4 plaintes pour des faits graves de la part de son ex-compagne, pour séquestration-enlèvement, pour menace de mort, pour tentative d'homicide. Agathe, l'ancienne compagne de Didier Grosjean, l'a quitté depuis quelques semaines déjà. Elle a repris des études, elle repasse un examen à la fac de sciences de Besançon. Elle est dans l'amphithéâtre ce matin-là, elle attend le début de l'examen, et là, un homme apparaît, rentre, il est grimé, un masque de vieillard, il a un par-dessus, il s'approche d'elle, elle le reconnaît, il lui dit « tu viens avec moi ». Elle le refuse, évidemment, elle a son examen à passer. Et là, il lui dit « j'ai une arme sous le par-dessus, si tu viens pas, je fais un massacre ». Elle range ses affaires, elle se lève et il la prend par le bras, elle s'en va. Et bien sûr, les gens qui connaissent cette jeune femme sont inquiets, puis appellent le commissariat de police en disant « attendez, on vient d'enlever notre amie, là, il se passe quelque chose de grave, quoi ». La gendarmerie est appelée, lui, il l'emmène dans sa voiture jusque dans une forêt à Salins. Là, il lui dit « je vais te tuer, je vais tuer toute ta famille, il lui répète « je vais te tuer, de toute façon, tu partiras pas ». Il y a des recherches qui sont effectuées. Grosjean va être contacté par téléphone et il s'engage à la ramener au commissariat. Sauf qu'il ne va pas le faire au commissariat de Besançon, il va le faire au commissariat de Pontarlier, où Agathe déposera plainte.
cette plainte sera purement et simplement classée. Ça me paraît un fait inouï. Il y a un seul policier dans cette affaire qui va s'inquiéter, faire son travail, et qui ne va pas se contenter de ce que lui dit M. Grosjean quand il l'appelle en lui disant « Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Est avec moi de son plein gré, il essaye de creuser, mais il est court-circuité par un de ses collègues de la police nationale de Pontarlier qui va se porter fort de M. Grosjean en disant je gère, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de bien, il n'y a pas de problème. Ça va s'arrêter là. Elle change de plaque de voiture, elle change de numéro de téléphone, elle change de résidence, mais il la retrouve toujours. Voilà, il a des renseignements qui sont suspects, quoi. C'est vraiment une question qui se pose. Doit-il plus tirer ses renseignements? Didier Grosjean, c'est un chasseur, c'est un braconnier. Et je pense que les femmes deviennent des proies. Elle est traquée comme un animal. Elle vit un cauchemar, elle vit un enfer, et surtout, personne ne l'entend. Personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Deuxième plainte d'Agathe, qui fait tout pour échapper à Didier Grosjean, qui la piste, la harcèle. Ce jour-là, elle est grimée avec une perruque blonde, pour pas être reconnue. Elle circule dans sa voiture, il la suit, elle le trouve, elle le rencontre à un rond-point, et là, il la prend en chasse. Il y a une course-poursuite qui s'engage, et là, au final, Agathe se retrouve au fossé avec sa voiture, après que les deux voitures se soient touchées. Elle va déposer plainte. Didier Grosjean arrive à l'hôtel de police de Pontarlier également, et en disant que c'était elle qui l'a doublé et qu'elle a dû se rabattre à cause que les motards arrivaient en face, et elle l'a touché. C'est pour ça qu'elle arrive là. Donc elle n'est pas crue. Classée. Deuxième plainte classée. Harcèlement, menace de mort. Elle a pris un avocat, elle a appelé au secours à tout le monde. Ce mec était infranchissable. La gendarmerie, la police, rien qui se passait. En désespoir de cause, elle va écrire partout. Au procureur de la République, au préfet, au président du Conseil général, à tous les endroits où il y a une autorité auquel elle pense. Elle va résumer sa vie avec Didier Grosjean, ses 8 années et demie de vie avec Didier Grosjean, en 14 points. 14 points qui sont tous autant de violence, avec des menaces de mort. Les lire, c'est vraiment extrêmement morbide. Et là, effectivement, on rentre dans ce qu'on peut appeler chronique d'une mort annoncée d'Aurélia Varley. Parce que la mort d'Aurélia Varley est annoncée dans ce que dit la dénommée Agathe. Elle écrit au procureur de la République, on est en 2012, mars 2012, avant le début de la relation avec Aurélia Varley. Il m'a dit qu'il me tuerait et qu'il se suiciderait après et qu'on finirait tous les deux dans une mare de sang, si je le quittais. Elle lui dit. Elle dit au procureur de la République, il a un fusil qu'il n'a pas le droit d'avoir, j'ai peur, intervenez. Elle dit tout ça. Le procureur de la République, lui, à mon sens, est inquiet. Il dit il faut qu'il se passe quelque chose et demande au service de gendarmerie de faire une audition de M. Grosjean, etc., audition de nouveau de cette fameuse Agathe et une perquisition. Parce que ce qui l'inquiète aussi, c'est les faits qu'elle dénonce, la détention d'armes, de munitions, etc. Et les gendarmes ne feront jamais cette perquisition demandée par le procureur de la République. Et ça, c'est vraiment une faute professionnelle d'une gravité, je trouve, exceptionnelle. Mais personne ne sera sanctionné dans cette affaire. Ils ne font pas la perquisition. Ils ne font pas la perquisition. Il faut faire autre chose que gendarme dans ces cas-là. Il faut changer de métier. Parce que là, on n'est même plus dans l'incompétence. On est au-delà de ça. Et là, on a décidé effectivement de taper fort. Voilà, on a décidé de taper très très fort. Hein. Et notre titre, je m'en souviens, c'était « Est-ce que ce crime aurait pu être évité ?» Le meurtre d'Aurélia aurait pu être évité. Avec certitude. On aurait pu éviter la mort d'Aurélia si on s'était occupé de Didier Grosjean. Il aurait suffi que le supplément d'information demandé par le procureur de la République à l'époque soit suivi des faits. Il demandait entre autres qu'on vérifie les armes qu'avait Didier Grosjean. Et certaines, elles étaient totalement illégales. Elles auraient été saisies. On aurait pu lui saisir ses armes. On aurait pu lui mettre un avertissement, un carton rouge. Et je pense qu'on aurait peut-être pu sauver Aurélia. Et c'est en ça que j'ai été révolté par cette histoire.
Quand j'apprends tout ce qui s'est passé, je suis très en colère, oui. Parce que je me dis, mais pourquoi on n'a jamais rien fait pour enfermer ce mec, quoi? Nous, en tant que citoyens, maintenant, on fait ne serait-ce qu'un petit écart, on se retrouve au poste, et lui, non. Le roi du monde, monsieur. La justice en France, elle est là pour nous protéger. Elle n'est pas là simplement pour nous donner que des amendes. Excusez-moi. Que ce soit de la gendarmerie, que ce soit de la police, ça doit être exemplaire. Et c'est les gens qui sont payés par l'État, qui nous protègent aussi. Je suis révolté. Il n'y aurait eu qu'une plainte. Qu'elle soit classée sans suite, je comprendrais. Mais non. Il y en a eu 1, 2, 3, harcèlement, menace de mort. Vous faites 4 plaintes qui ont été déposées. Personne ne bouge. Personne. On est où, là? Il était protégé par un ami proche. Parce qu'il faut savoir qu'il était, il était chasseur à la rivière Drugeon et qu'il faisait de la chasse avec des gendarmes. Donc vous allez à la chasse avec un gendarme et que le soir même, la petite copine, elle va dire qu'elle s'est fait frapper. Affaire classée, bah bien sûr. Oh, calmez-vous les deux, hein. Oh, mollo, allez doucement. C'est tout. Didier Grosjean a bénéficié d'un certain nombre de sympathies. Pour ne pas dire plus. De là à supposer qu'il y a eu des interventions directes pour protéger Didier Grosjean, la question, elle est posée. Didier Grosjean, oui, était protégé, clairement protégé, oui. J'avais la haine envers tout le monde, policiers, gendarmes, procureurs, tout ce que vous voulez, j'avais la haine. D'une façon ou d'une autre, ils ont tué ma sœur, eux aussi. C'est eux qui l'ont tuée aussi. En laissant un taré traîner comme ça, pour moi, eux aussi sont autant plus responsables du décès de ma sœur. Ça, c'est sûr et certain. La justice, elle doit être juste. Copain ou pas copain. C'est la justice, ça doit être égal à tout le monde. Être ami, oui, mais pas utiliser leur pouvoir pour faire des choses ignobles. Protéger quelqu'un qui est ignoble, c'est incompréhensible. Au fond de moi, je me dis que cette justice paye. On porte plainte contre l'État. Il s'est donné la mort, ce monsieur Didier Grosjean. Hein, peut-être. Mais on n'en reste pas là. Ces personnes qui le protégeaient, qui payent aussi. Et pour elle, je me battrai. En son honneur. Outrée à juste titre par tant de laxisme et d'indifférence, la famille Varlet décide donc de porter plainte contre l'État pour dysfonctionnement grave de ses services. Une démarche absolument justifiée, mais qui n'en reste pas moins compliquée. Notre avocat nous a dit soit on gagne, soit on perd. Pourquoi? Parce qu'Aurélia, personnellement, n'avait pas porté plainte contre Didier. Au niveau judiciaire, je dirais qu'on avait peut-être une chance sur... Allez, on va être optimiste, une chance sur 100. Parce qu'effectivement, elle n'avait jamais déposé plainte, donc on ne peut pas parler la concernant directement d'une absence de réaction. Voilà. Mais on n'avait pas argumenté notre requête de cette façon-là. On avait argumenté notre requête dans cette logique psychologique qui avait conforté M. Grosjean dans son comportement face à l'inaction totale des services de police sur la précédente relation juste avant Aurélia Varlet. On m'a dit, Giovanni, fais attention, c'est un combat qui est dur, et puis il y a très peu de victimes qui gagnent. Oui, mais bon, quand on a perdu quelqu'un dans des circonstances dramatiques, on ne voit pas ce qui est dur ou pas dur. Hein. On va tout droit, on fonce. Hein. Moi, j'avais quoi à perdre? J'ai quoi à perdre? J'ai rien à perdre. J'ai déjà perdu bien pire. Pour me dire, là, je vais perdre quoi? Ben, moi, je l'aurais fait pour elle, oui.
Ils veulent qu'on reconnaisse qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, que l'État a dysfonctionné. Et c'est important pour la suite qu'on puisse poser ce fait-là, l'État a déconné. Voilà. Ça coûte cher, ça coûte la vie d'une jeune femme de 32 ans. Ils vont s'appuyer sur ce combat pour surmonter leur immense chagrin. Cette démarche d'attaquer l'État, elle n'est pas du tout évidente. Pour la famille, bon, ils sont déjà, je veux dire, laminés par le drame. Le mot est fort, mais il est même faible, parce que c'est vraiment... ils sont détruits, enfin, détruits de l'intérieur. Je vois ce frère qui fait du yo-yo à la surface, qui s'accroche, quoi, qui s'accroche aux moindres planches de bois pour garder la tête hors de l'eau face à ce drame, quoi. Et puis un père qui lui, il démolit, quoi. Il démolit. Sa fille, ça devait être quelque chose d'énorme pour lui, quoi. Là, on lui a tué, sa fille, on l'a tué aussi, quoi. Quand il y a des injustices, il faut se battre. Et mon père, on a été très soudés. On n'a pas eu à chercher, à se dire oh, t'es sûr, t'es pas sûr. On s'est même pas posé de questions, on a foncé. Et j'aurais pas eu mon père, ça aurait pas été pareil. Parce que forcément, à deux, on est plus fort. On ira jusqu'au bout. Ça ne nous fait pas peur. On bougera. Qu'est-ce qu'il faudra bouger? On répondra. On ira jusqu'au bout. La famille Varlet et son avocat vont donc envoyer au ministère de la Justice une requête reprenant tout l'historique des dysfonctionnements et des insuffisances graves de ces services. Cette requête est un véritable cri du cœur, un cri qui d'ailleurs va être entendu. J'ai un coup de fil du ministère de la Justice, pas un courrier, un appel, que je ne connais pas, qui me dit voilà, la requête est chez nous, elle est prise très au sérieux, elle est étudiée très sérieusement par des magistrats de la commission d'indemnisation du ministère de la Justice. Donc, quelle date vous êtes disponible pour venir à Paris? Notre avocat me téléphone et qui me dit nous avons un rendez-vous tout ministère. Monsieur Varlet, vous êtes invité au ministère à Paris. Et j'ai été surpris, j'ai dit à mon papa, j'ai dit mais tu te rends compte, j'ai dit j'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup d'affaires hein, maintenant où il y a des meurtres, des dysfonctionnements, il y a des procès, etc. Mais jamais être reçu dans les bureaux du ministère de la Justice. Donc on a été reçus. Sont des bons francs-comtois comme moi. Hein. On n'est pas habitué au grand salon parisien, on n'est pas habitué au ministère, on ne sait pas chez qui on va, quoi. Donc c'est très impressionnant, effectivement, c'est très très impressionnant et d'autant plus impressionnant quand on n'est pas habitué non plus à la sphère judiciaire. On arrive au ministère le 17 avril 2014. Je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, on y rentre. Les excuses de l'État, les condoléances. Au nom de la France, au nom de l'État, on vous adresse nos sincères condoléances. On est reçu par deux magistrats qui nous écoutent et puis qui vont nous dire ce que eux pensent de l'affaire et qu'effectivement, au plus haut niveau du ministère de la Justice, l'affaire n'est pas passée inaperçue et qu'effectivement, on a raison, que ce qui s'est passé ne va pas. Et qui nous disent très clairement que judiciairement, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Ils ont raison, je le sais. Mais qui nous disent que c'est tellement anormal, cette affaire, que exceptionnellement, le ministère de la Justice va faire droit à la requête. Parce qu'on n'est pas les seuls à être révoltés par ce qui s'est passé, et parce que même à la tête de l'institution, que ce soit judiciaire ou policière ou gendarmerie, les responsables se rendent compte que leurs services n'ont pas fonctionné. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a décidé qu'il fallait reconnaître l'erreur de la justice française et il fallait indemniser cette famille. C'est pas l'histoire de l'indemnisation, mais c'est de reconnaître sa faute. Et ça, c'est la grandeur de la justice. Parce que si je me donne l'impression, si vous voulez, d'attaquer la justice, d'être dur avec la justice, parce que je crois aussi à la justice. Voilà. Et quand elle fait ça, quand elle reconnaît sa faute, c'est la justice. On est soulagé parce qu'on se dit voilà,
On a quand même réussi à arriver jusqu'ici, jusqu'au bureau du ministère de la Justice. On y était, nous, pour comprendre et pour défendre. Parce que quand on est parti au ministère de la Justice, on a été pour Aurélia. Mais je pense qu'on a représenté beaucoup, beaucoup de femmes ce jour-là. Ce soulagement, ça ne nous ramènera pas ma fille, mais on est attendu. C'est une joie quand même. C'est un réconfort. C'est une survie. Bon, l'affaire Aurélia Varlet, eh bien, ça montre encore que le combat des femmes est toujours d'actualité, tout simplement, pour être libre et ne pas être la chose des hommes. Ça me paraît très important encore aujourd'hui de le dire. Il y a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Ils se battent pour qu'effectivement des femmes ou des hommes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là aient la ressource de ne pas se laisser faire et de s'en sortir. Et leur combat aussi était de mettre l'institution face à ses propres carences. Et ils essayent d'alerter pour éviter que ça se reproduise. C'est une sorte de mission. Ils le font bien. Je parle pour elle et je parle aussi en hommage aux autres. Ces femmes qui sont battues, qui sont harcelées, qui vivent des choses atroces, qui se taisent. Mais ça suffit. J'aimerais que cette étoile qui est partie, qui est là-haut, qui veille sur moi, qui veille sur nous, qu'elle apporte cette lumière. C'est dur pour lui. On sent, chez cet homme, on sent que ça s'est passé hier soir. Et ça, c'est terminé. Il n'y a pas de reconstruction possible. Mon père, il a été très très fort, J'ai beaucoup de fierté vis-à-vis de mon père. Et je pense qu'il s'en sort très très bien maintenant. Elle était partie. Il y a son âme qui était là-haut. Il y a cette étoile qui brille encore. Et c'est dur, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lève le matin, on se lève plus comme on se levait avant. On se couche plus comme on se couchait avant. On apprend à vivre avec ça. Et quand on fait des choses, on se dit, je vais le faire pour elle. J'ai réussi ça, elle va être fière de moi. C'est comme ça qu'on apprend à avancer. Je l'entends qu'elle me dit, papa, c'est pas grave, papa. Tu existes encore, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui, malgré tout, vit, mais avec bienveillance. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'acidité chez lui, il n'y a pas de... il y a une certaine hauteur, voilà. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... La colère peut même s'exprimer chez lui avec le sourire. Voilà, il y a vraiment une certaine luminosité dans sa façon d'être. Je garde le sourire. Avoir le sourire, c'est être un clown qui rit et qui pleure. Un clown, ça apporte de la tristesse et de la joie en même temps. Soyons un clown à la vie. Deux femmes, l'une a eu la chance de s'en sortir, mais l'autre pas. L'une et l'autre victimes de notre indifférence à l'égard de cette forme d'esclavage qui confère encore à certains hommes le droit de battre une femme. Mais Aurélia a d'autres comptes à réclamer, à tous ces serviteurs de l'État qui n'ont pas fait leur devoir, à tous ceux, magistrats, gendarmes, policiers, tous plus machos les uns que les autres, qui n'ont pas voulu s'embarrasser des soucis de bonne femme. Aujourd'hui, pourrait-il s'en rougir? Regardez sa photo. Ne vous inquiétez pas, messieurs, elle est morte. Ça vous intéresse?